Puisque j'ai l'honneur de terminer cette belle matinée consacrée à François de Fossat, après les propos passionnants, très riches d'enseignements, d'historiens, d'archivistes et de musicologues, je vous propose maintenant mon modeste éclairage de romancière. Voilà mon livre, François de Fossat, L'exil d'un virtuose. Comme romancière, justement, j'aime incarner l'histoire à travers des personnages qui l'ont vécu, qu'ils soient réels ou de fiction. Je l'ai fait dans plusieurs ouvrages et chaque fois ma démarche a été différente. Dans Les Dames de Poly, par exemple, tous les personnages sont de fiction et ils s'inscrivent dans une réalité historique à la fois locale et nationale de 1914 à nos jours. Ensuite, dans Couleur Corail, mes héros sont des personnages inventés d'hier ou d'aujourd'hui, mais cette fois mêlés à des personnages historiques, sardes ou catalans du XIVe siècle. Avec ce livre, François de Fossat, L'exil d'un virtuose, la mise en œuvre change encore. Je mets en scène, cette fois, un homme qui a réellement existé et c'est lui qui devient mon personnage principal. Entouré de célébrités de l'histoire, comme le roi Joseph, Miguel d'Azanza, vice-roi et ministre dont on parlait tout à l'heure, Chateaubriand aussi, et d'autres. Et j'ai aussi introduit des personnages de fiction, mais cette fois-ci, ils tiennent des rôles secondaires. Mon projet n'a jamais été d'écrire une biographie de François de Fossat. En revanche, pour ce roman, il me fallait m'approprier cet homme du passé, au vécu insolite, dont musicologue et interprète d'aujourd'hui s'accordent à dire qu'il créa une œuvre tout à fait remarquable. Me l'approprier, cela signifiait lui donner de la consistance, de la cohérence et surtout l'incarner dans l'époque troublée qui fut la sienne et dans les pays où il a vécu, la France, l'Espagne, le Mexique. Il y a 3 ans, je ne connaissais pas du tout François de Fossat. C'est Pierre Coureux, ici présent, qui le premier m'en a parlé comme d'un homme hors du commun qui devrait intéresser la romancière que j'étais. Je dois dire que l'empathie n'a pas été immédiate entre François de Fossat et moi. Il m'a fallu vraiment du temps pour saisir la personnalité de cet homme très complexe à travers les 570 lettres écrites à sa sœur Thérèse et les quelques autres documents conservés aux archives. Et plus j'avançais, plus j'avais du mal à cerner cet homme que je trouvais tourmenté, paradoxal et finalement très mystérieux. En fait, c'est sa musique qui a été le déclencheur, qui m'a vraiment séduite d'emblée et m'a permis de mieux l'approcher. Elle m'a touchée, je l'ai écoutée en boucle tout au long de la création de mon roman, en particulier avec le CD enregistré au Castillet par notre ami Francisco Ortiz. Nous ne savons pas tout de François de Fossat et nous n'avons qu'un seul point de vue, le sien. J'ai donc pu me glisser dans les brèches, les zones d'ombre, les non-dits. Et mon souci constant a été de concevoir des scènes, des situations, des comportements qui correspondent à la personnalité de Fossat telle que moi, je l'apercevais. Et bien sûr, en y intégrant avec le plus de rigueur possible les événements historiques. Alors j'imagine ainsi une passagère clandestine sur le bateau qui le ramène du Mexique. C'était courant à l'époque sur les bateaux qui faisaient la route du Nouveau Monde dans les 2 sens. J'ai aussi imaginé une rencontre avec Chateaubriand, auquel j'ai pensé plus d'une fois en lisant les lettres de François de Fossat. Mais c'est une rencontre qui n'a rien d'invraisemblable, puisqu'ils étaient à Cadix en même temps, et qu'ils ont tous les deux été invités chez le comte de Canclos. J'avoue avoir pris un plaisir certain à écrire un dialogue entre eux en forme de pastiche, mais qui permet aussi, du moins je l'espère, de pénétrer la psychologie de Fossat, plus tourmenté que jamais à ce moment-là et très incertain sur son avenir. Autre rencontre imaginaire, je le reconnais volontiers, avec Sor, à Madrid en 1808. Nous ne savons pas
quand ils se sont rencontrés. Peut-être seulement à Paris, plus tard. Mais quand même, ils étaient tous deux à Madrid cette année-là. Et tous les deux fréquentaient le milieu des musiciens. En outre, Fossa nourrissait encore l'espoir de se faire une place au soleil grâce à la musique. Donc je pouvais, me semble-t-il, me permettre cette licence. Ce tome 1 forme un tout qui embrasse une première période de 1793 à 1813, année où Fossa est au milieu de sa vie et où il retourne en France. Viendra ensuite l'époque de la maturité qui fera l'objet du second tome. Et pour moi, ce roman historique est en même temps un roman d'apprentissage. C'est important, car c'est ce qui lui donne, je l'espère du moins, son unité. Voilà un très jeune homme qui quitte sa ville de Perpignan, on nous l'a rappelé à plusieurs reprises, sa famille et surtout sa sœur, tendrement chérie, qui est restée dans la maison familiale de Perpignan. Il a 17 ans, notre François, il a été orphelin de père et de mère très tôt, et sa sœur est tout pour lui. C'est une amie, c'est une confidente, c'est un substitut de mère, on nous l'a rappelé aussi, et c'est presque une amante. En tout cas, c'est un idéal féminin pour lui. C'est l'époque de la terreur, Louis XVI a été guillotiné en janvier, les Bourbons d'Espagne viennent de déclarer la guerre à la France révolutionnaire, et ils ont commencé à envahir le Roussillon. Et puis François, je pense, risque sous peu d'être concerné par la levée des troupes. Donc il part, peut-être, on n'en sait rien, mais peut-être poussé par sa sœur. Il pourrait gagner directement l'Espagne, où sa famille a des relations, mais il choisit de rallier l'armée contre-révolutionnaire des émigrés, et plus précisément la Légion Pantier, qui suivra jusqu'à Collioure avant de s'embarquer en catastrophe pour Rosas. J'ai provisoirement laissé de côté cet épisode, et je reviendrai très brièvement sur ce choix à caractère littéraire associé à d'autres. Quand la paix avec la France intervient en 1995, François reste en Espagne, sous la protection de Miguel d'Azanza, personnage essentiel à mes yeux. Il est ministre du roi d'Espagne. François le suit à travers l'Espagne jusqu'à Cadix, d'où après une longue attente, on nous l'a rappelé, il s'embarque pour le Mexique. Quand il reviendra du Mexique, François de Fossa, il connaîtra une véritable période de vache maigre, sans emploi, sans avenir, avant justement de retrouver la protection d'Azanza et de poursuivre une existence très riche en péripéties. Durant toute cette première moitié de la vie de François de Fossa, moi je le vois comme un jeune homme exalté, un romantique avant la lettre, en proie à une noire mélancolie. L'expression figure dans au moins une de ses lettres, ou encore à des passions amoureuses absolument dévorantes. Personnage de roman, par conséquent, à n'en pas douter. Mais il m'est apparu comme représentatif à la fois de son époque et de toute. Un jeune homme qui rêvait d'aventure, de voyage, qui rêvait de devenir riche, de rencontrer des femmes, de connaître l'amour, et surtout, qui rêvait de consacrer sa vie à sa passion, la musique, bien plus attiré par la guitare que par le droit auquel le destinait la tradition familiale. Un être vulnérable, à mes yeux, adolescent prolongé, par bien des côtés, et il est perpétuellement entraîné dans la tourmente de l'histoire, dont il voudrait saisir les opportunités, ce qui parfois le rend maladroit ou naïf, donc touchant. Cette histoire, elle le dépasse souvent, et parfois pourtant il en saisit l'évolution avec une certaine lucidité. En tout cas, il répugne à l'arbitraire, il déteste les courtisans et le clientélisme. Moi, j'ai vu en lui un homme fortement influencé par la philosophie des Lumières, celle d'Azanza, voire de Joseph. Encore une fois, un personnage très intéressant, à mon avis. À cela s'ajoute aussi pour François de Fossa une question de survie dans des pays qui sont ravagés par la guerre, par la famine, par les maladies. Il traverse ou il subit
les conséquences de plusieurs régimes politiques différents en Espagne et en France. Il vit des conflits majeurs, comme la guerre d'indépendance des Espagnols contre Napoléon. Ses choix, en tout cas, lui sont dictés par le souci du devoir et de l'honneur. Monarchiste convaincu au départ, on nous l'a rappelé, et c'est tout à fait conforme à son éducation, il évoluera jusqu'à devenir partisan d'une monarchie constitutionnelle. Et sa pensée, justement, s'écartera très fortement de celle de sa sœur, par exemple. Même à l'égard de Napoléon, qu'il abhorre, nous dit-il, eh bien, il nuancera sa pensée, lui accordant quelques mérites. L'Espagne, c'est sa nouvelle patrie. Il aime son peuple. Et dans mon roman, ce peuple a une large place, avec ce qui le rend souvent complexe lui aussi. Son amour de l'indépendance, sa fidélité sans faille à un roi et à la religion. Ce peuple, à propos de qui plus tard Thomas Mann parlera des revendications de la conscience à l'origine des insurrections. Un peuple en qui Camus verra l'aristocratie européenne, comme l'évoque Jean-Pierre Barrou dans son livre « La guerre d'Espagne ne fait que commencer ». Alors justement, j'écoutais une conférence de Barrou au moment où je travaillais à mon livre et j'ai été saisie par tous les rapprochements possibles et tout ce qui était tellement riche à cet égard. Je disais avoir laissé de côté, je disais tout à l'heure, avoir laissé de côté l'engagement de François de Fossat en 1993 dans l'armée des Pyrénées. De la même façon, j'ai en partie occulté dans ce premier opus son engagement en 1808-1809 au sein de l'armée espagnole en lutte contre l'armée napoléonienne. Dans les deux cas, il s'agit de périodes où il a vu la guerre de très près. Mais ce n'est pas un guerrier dans l'âme. D'ailleurs, s'il porte l'habit militaire 50 ans durant, c'est beaucoup plus par nécessité que par choix. Et ces années-là, elles sont douloureuses à évoquer. En ce qui concerne le deuxième épisode en particulier, il en esquive le récit à sa sœur, en tout cas par lettre, se contentant de répondre à Azanza qui lui reproche gentiment de n'avoir pas donné de ses nouvelles à Thérèse pendant longtemps, que tout commerce épistolaire avec elle aurait été dangereux, pour elle certainement, mais surtout pour lui. Et je note d'ailleurs au passage que François a malencontreusement choisi de rejoindre la première armée espagnole rencontrée, comme il nous le dit, et c'est celle de La Cuesta, le général espagnol aux décisions malheureuses et aux défaites plus que cuisantes. J'adopte donc le point de vue de Fossat, qui est de passer sous silence un vécu difficile et douloureux. Je me réserve cependant d'y revenir dans le second tome, parce que l'homme mûr qui va devenir peut prendre du recul, il peut réfléchir et peut-être expliquer ses propres choix d'abord pour lui-même et à travers mon roman pour autrui. Je parlais à l'instant de La Cuesta, le perdant. François de Fossat lui-même, il est très souvent au cours de sa vie un malchanceux, un perdant, et il en devient touchant, très humain, ce qui est important pour un personnage de roman. Ainsi, ses conquêtes féminines ne se comptent pas, ses projets de mariage se succèdent, mais aucun n'aboutit. Il finira bien par se marier, comme on nous l'a dit, mais après la mort de sa sœur. La fameuse Irlandaise de Cadix, celle qu'il a sans doute le plus aimée, en le trahissant, a détruit quelque chose en lui. Et c'est de façon quasi irrémédiable. Et toujours dans le même ordre d'idées, ce malchanceux, il a l'art de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est une aubaine pour une romancière. Il est à Mexico en 1800, au moment d'un tremblement de terre. Il est au Mexique quand il a une liaison qui lui vaudra beaucoup d'ennuis avec Josefa Dominguez, la future héroïne de la guerre d'indépendance du Mexique. Il est à Cadix au moment de Trafalgar. Il est à Madrid pour le soulèvement des Dos et Tres de Mayo, immortalisé par Goya. Et enfin, il est à Grenade en janvier 1810, où il est fait prisonnier par les Français et où il risque vraiment sa vie. La même année, en 1810, il est à Paris et il assiste à une fête donnée en l'honneur du mariage de Napoléon avec Marie-Louise à l'ambassade d'Autriche. Il y a un gigantesque incendie qui transforme la fête en tragédie.
incendie dont il réchappe, heureusement, pour lui et pour nous. Autant de faits bien réels qui m'ont donné l'occasion de mettre en scène François de Fossat, et ce d'autant plus librement que, curieusement, il ne décrit presque rien, ni de ce qu'il voit, ni les lieux, ni les personnages, rien, ou si peu de choses. C'est surprenant, et la pensée m'est venue qu'il a pu vouloir ne pas effrayer sa sœur. Mais bien plus souvent, je crois que d'écrire avec des mots, même s'il écrit remarquablement dans plusieurs langues, ne l'intéresse pas. L'expression de sa sensibilité, elle est à chercher dans sa musique. S'il n'a pas pu, comme il le souhaitait, consacrer sa vie à la musique, elle l'a toujours accompagné, elle a toujours été en lui, même dans les pires moments. Personnellement, je n'en doute pas une seconde. On rappelait qu'il a demandé à Thérèse en 95 de lui envoyer sa guitare et des cahiers. Il joue dès qu'il peut, dès qu'il a un moment. Peut-être même écrit-il sur ses cahiers. À Cadix, il est très pauvre, mais il rachète des cordes, il s'offre même une nouvelle guitare. En tout cas, il joue pour les belles qu'il courtise. Il joue aussi pour Azanza, grand amateur de musique. Et François, ou plutôt Francisco, puisqu'on le rappelait tout à l'heure, il a changé, modifié son prénom et son patronyme, et même il s'est rajeuni pour pouvoir partir comme page au Mexique. Et donc, durant le long voyage en bateau, il joue aussi sur le bateau. À Cadix encore, à son retour, il compose ce qu'il jouera plus tard à Madrid, et avec tant de succès, on le rappelait, qu'on va l'appeler le Haydn de la guitare. Bref, même si c'est un aspect de sa vie très peu évoqué dans ses lettres, Fossat, il garde intacte sa passion de la guitare, on ne peut pas en douter. Et moi, je l'imagine jouant, s'entraînant, enrichissant son savoir, en véritable autodidacte, tant sur le plan de la technique que sur celui de sa composition. Il écrit des arrangements, il recopie des quintettes, on nous l'a rappelé, il écrit des arrangements d'ouverture d'opéra, et enfin il compose des œuvres personnelles qu'il voulait modernes, et il se produit dans les salons, les sociétés, comme on disait alors. Et ça, c'est un autre aspect attachant de la personne romanesque de Fossat. Il ne cesse d'apprendre, et pas seulement la musique. Il apprend seul à bien écrire le castillan, à bien le parler, probablement aussi à bien écrire le catalan qu'il connaissait, qu'il parlait depuis l'enfance. Et il apprend les mathématiques, et il apprend l'anglais, il copie de la musique, et en copiant de la musique, il gagne quelques sous, mais sans doute aussi enrichit-il ses connaissances musicales. Voilà pourquoi je parle d'un roman d'apprentissage pour cette première époque. Emporté par le vent d'histoire dès sa jeunesse, François de Fossat, c'est un homme, pour moi, en devenir sur tous les plans, avec ses faiblesses et avec ses rêves. C'est un homme à la fois ordinaire et exceptionnel. Un musicien génial, qui n'a pas eu de chance, qui vivait à une époque hautement intéressante, surtout pour nous, sur le plan de l'histoire, des idées et d'évolution de la société. Je vous remercie. Bien, merci de votre attention pour cette matinée. Désolé, pas le temps.